Il existe un aliment que les anciens pharaons exigeaient pour leur voyage dans l'au-delà. Un tubercule si nutritif qu'il a permis à des civilisations entières de survivre pendant 6000 ans. Et aujourd'hui, les services agricoles du monde entier la classent parmi les pires mauvaises herbes de la planète. Ils vous vendent des herbicides spécialement conçus pour le tuer. Ils publient des bulletins techniques le qualifiant de menace. Ils ont créé toute une industrie autour de son éradication. Les entreprises chimiques ont engrangé des millions en apprenant aux agriculteurs à l'empoisonner jusqu'à son éradication. Cette plante produit plus de calories par hectare que la plupart des cultures. Elle survit aux sécheresses qui tuent tout le reste. Elle pousse dans des conditions où le blé et le maïs dépériraient. Cela ne nécessite ni engrais, ni pesticides, ni machines. Et reniflement, c'est précisément pour ça qu'ils avaient, pour la détruire. Voici l'histoire de ce super aliment que nous appelons une mauvaise herbe. Bienvenue dans le coffre-fort de Nature Lost. Au début des années 1900, des archéologues fouillant des tombes égyptiennes prédynastiques ont fait une découverte qui allait bouleverser notre compréhension de la nutrition antique. À l'intérieur de chambres funéraires datant de 6000 ans, ils ont trouvé quelque chose d'inattendu. Ni or, ni bijoux, des tubercules séchés soigneusement déposés auprès du défunt. Il ne s'agissait pas d'offres alimentaires aléatoires. L'analyse a révélé qu'elles avaient été délibérément sélectionnées, traitées et conservées. Des études menées sur des momies ont révélé la présence de ces mêmes tubercules dans leur estomac. Les morts les avaient mangés pour leur dernier repas. Les vivants les avaient placés dans des tombes pour soutenir les âmes dans l'au-delà. À Wadi Koubania, au nord d'Assouan, des archéologues ont trouvé des racines sauvages de cette plante datant de 16 000 avant notre ère, 16 000 ans. Cela représente 8 000 ans avant l'existence de l'agriculture telle que nous la connaissons. Il s'agissait de récoltes sauvages, prouvant que les humains récoltaient ces aliments pendant la dernière période glaciaire. Vers 5000 avant notre ère, cette plante était devenue l'un des aliments cultivés les plus anciens d'Égypte, ne se classant que derrière le blé et l'orge. Ce n'était pas un supplément. Elle était fondamentale pour toute la civilisation. Dans le tombeau de Rekhre, vizir du pharaon Thoutmôsis, les peintures du troisième mur montrent des paysans mesurant et préparant ces tubercules. Les ouvriers les broyaient avec de longs pilons, les mélangeaient avec du miel et façonnaient le mélange en hauts cônes pointus. Il s'agissait de gâteaux sacrés, offrandes au dieu Amoun, institués par décret royal pour chaque fête. Les anciens Égyptiens les appelaient Abel Aziz. Les Grecs les connaissaient. Théophraste a écrit sur le fait de les faire bouillir dans de la bière. Les Romains en faisaient le commerce. Pendant des milliers d'années, ils étaient partout. Voici le choufa, scientifiquement connu sous le nom de Cyperas escalanthus. Les Espagnols l'appellent choufa. Les Africains l'appellent un tadoué. En anglais, on les commercialise sous le nom de noix tigrée en raison de leur peau striée. Mais ce ne sont pas des fous du tout. Ce sont des tubercules, des organes souterrains de stockage d'énergie. Le chuffer appartient à la famille des carex, la même famille qui nous a donné le papyrus. Elle pousse dans les marais, dans les sols humides, dans des conditions où la plupart des cultures vivrières pourriraient. La plante possède des tiges triangulaires et un réseau souterrain de tubercules pouvant compter jusqu'à 75 plants. Les tubercules sont petits, de la taille d'un pois chiche. Elles ont un goût sucré et de noisette, quelque part entre l'amande et la noix de coco. Les anciens Égyptiens les consommaient crus, rôtis au feu, bouillis dans de la bière ou moulus avec du miel. Ils utilisaient également le chuffer à des fins médicales. Le papyrus d'Iba, l'un des plus anciens textes médicaux, prescrit des mélanges de souchets pour tout, des traitements buccaux aux fumigations destinées à adoucir l'odeur des maisons. Au-delà de l'Égypte, les Arabes ont diffusé le chuffer en Afrique du Nord, en Sicile et en Espagne. À Valence, elle est devenue la base de l'horchata de Choufa.
une boisson froide, sucrée, ressemblant à du lait, qui y est produite depuis le XIIIe siècle. Aujourd'hui, Valence cultive encore plus de 1000 tonnes par an spécifiquement pour l'horchata. Mais voici ce qui est crucial. Truffe n'était pas seulement de la nourriture, c'était une technologie de survie. Les tubercules peuvent être séchés et conservés indéfiniment sans réfrigération ni produits chimiques. Ils ne nécessitent aucune autre méthode de conservation que l'air. Une fois séchés, elles se conservent pendant des années. Vous pouvez les réhydrater en les faisant tremper dans l'eau pendant quelques heures. Elles reprennent leur taille normale, prêtes à être consommées ou plantées. Cette capacité de stockage permettait aux peuples anciens de récolter le chat en novembre, de le sécher pendant l'hiver et d'avoir une sécurité alimentaire en cas de sécheresse, de famine et de siège. Parlons maintenant de ce que contiennent ces tubercules, car c'est là que la répression devient criminelle. Le souchet contient jusqu'à 10% de protéines, une teneur comparable à celle de nombreuses céréales. Mais contrairement à la plupart des protéines végétales, le souchet contient tous les acides aminés essentiels. La teneur en matières grasses est élevée, principalement des graisses insaturées saines comme l'acide oléique, la même graisse que l'on trouve dans l'huile d'olive. Des chercheurs ont même proposé le souchet comme culture pour la production de biodiesel. Du fait de ce rendement en huile très élevé, la teneur en glucides est principalement constituée d'amidon résistant. L'amidon résistant nourrit les bactéries intestinales bénéfiques et ne provoque pas de pic de glycémie comme le fait l'amidon ordinaire. Le souchet contient 2 fois plus d'amidon que les pommes de terre, mais avec un impact glycémique plus faible. Vous bénéficiez d'une énergie durable sans coup de fatigue. La teneur en fibres est près de 4 fois supérieure à celle des sources de fibres standards, favorisant la santé intestinale d'une manière que les Égyptiens comprenaient intuitivement il y a 3000 ans. Il est également riche en minéraux, calcium, magnésium, fer et potassium. Il est naturellement sans gluten, sans produits laitiers et sans allergènes. Vous pouvez le moudre en farine, le mélanger à du lait, le griller pour en faire des encas ou le manger cru. Voici donc la question à laquelle personne dans le secteur agricole ne veut répondre. Si ce tubercule est nutritionnellement supérieur à la plupart des cultures, s'il a permis de nourrir des civilisations pendant 16 000 ans, s'il ne nécessite aucun engrais et survit à la sécheresse, pourquoi n'est-il pas un aliment de base? Pourquoi cultivons-nous plutôt du blé, du maïs et du soja? La réponse est simple, brutale, et révèle tout sur ceux qui contrôlent ce que nous mangeons. Le souchet est incontrôlable. Et dès qu'elle s'est échappée d'Espagne pour se développer dans l'agriculture commerciale, ils lui ont déclaré la guerre. Ils reniflent, l'ont qualifiée de mauvaise herbe, et ils ont mobilisé toutes les armes dont disposait l'agriculture industrielle pour l'éradiquer de l'existence. Le souchet jaune, forme sauvage du souchet, est désormais officiellement classé comme l'une des pires mauvaises herbes agricoles au monde. Ce n'est pas un problème mineur. C'est même l'un des pires. Les services de vulgarisation agricole publient des bulletins à ce sujet. Les universités mènent des recherches sur son éradication. Les entreprises chimiques conçoivent des herbicides spécifiquement destinés à le détruire. Le département de l'agriculture des États-Unis a publié le bulletin technique numéro 1642 concernant spécifiquement le bord jaune des noix, le qualifiant de menace dans la ceinture de maïs. Le ministère de l'Agriculture des États-Unis a consacré des ressources fédérales à l'étude des moyens d'éliminer une plante qui nourrissait le pharaon. Pourquoi? Parce que le noyer jaune se propage par des tubercules souterrains qui se régénèrent même après la mort de la plante visible. Une seule plante peut produire 75 tubercules. Chaque tubercule peut survivre dans le sol pendant des années. Il est quasiment impossible de l'éradiquer une fois installé. Cette capacité de régénération, cette résilience, ce refus de mourir, c'est précisément ce qui lui a valu sa valeur pendant 6000 ans. C'est la survie à l'état pur. Mais pour l'agriculture industrielle,
qui exige des monocultures de semences brevetées à acheter chaque année, la chuée est un cauchemar. Ils ont donc créé tout un arsenal de produits chimiques pour le tuer. Glyphosate, allosulfuron, sulfentrazone, bentone, toute une pharmacopée de poisons conçus spécifiquement pour empêcher la prolifération du chancre mou. Des articles de recherche documentent cette lutte. Ils admettent que les applications individuelles échouent souvent. Ils recommandent des traitements séquentiels année après année pour atteindre un contrôle à 90%. Voilà la véritable menace. Non pas que le chou-fer concurrence les cultures, mais il révèle à quel point l'agriculture industrielle est en réalité fragile. Nos cultures de base nécessitent des conditions parfaites, des apports constants, une protection chimique et une infrastructure massive. Le tuf ne requiert rien de tout cela. Elle pousse et produit de la nourriture en abondance sans demander la permission. En Espagne, les rendements varient de 3 à 6 tonnes par acre. Comparez cela au blé, qui donne en moyenne 3 tonnes par acre, avec une gestion chimique intensive. Même sur des sols pauvres, le chêne sauvage produit des centaines de kilos d'aliments riches en nutriments sans aucun intrant. Et comme les tubercules se conservent indéfiniment, il n'y a pas de gaspillage. Mais voici ce que l'agriculture industrielle ne peut tolérer. On ne peut pas breveter le souchet. Elle est cultivée depuis 6000 ans. Il est dans le domaine public. On ne peut pas vendre d'herbicides pour une culture qui concurrence les mauvaises herbes. Vous ne pouvez pas vendre d'engrais pour une culture qui pousse dans un sol pauvre. On ne peut pas vendre du matériel coûteux pour une récolte que fait traditionnellement à la main. On ne peut pas créer de dépendance lorsque les agriculteurs peuvent conserver leurs propres tubercules et les replanter indéfiniment. L'ensemble du modèle économique de l'agriculture industrielle nécessite des cultures qui requièrent des intrants constants. Choufa représente tout ce à quoi ce modèle s'oppose. C'est gratuit. Il est résilient. Elle se perpétue elle-même et a donc dû être classée comme une mauvaise herbe diabolisée et systématiquement empoisonnée. Les bulletins de vulgarisation agricole avertissent que le noyer jaune devient envahissant sans reconnaître que envahissant signifie réussi. Une plante qui prospère sans aide. Voilà exactement à quoi devrait ressembler une agriculture durable. Au lieu de cela, ils apprennent aux agriculteurs à considérer l'abondance comme un problème nécessitant des solutions chimiques. Et à qui cela profite-t-il? Entreprises chimiques vendant des herbicides, entreprises semencières vendant des variétés brevetées, fabricants d'engrais, fabricants d'équipements. Ils ne peuvent pas gagner d'argent avec le souchet. Le souchet devait donc disparaître. Ils ont convaincu tout le monde que c'était sans valeur, un nuisible, quelque chose sur lequel on pouvait verser du poison. Mais la connaissance ne meurt pas. À Valence, en Espagne, la culture du souchet se poursuit. Le Conseil de réglementation protège le patrimoine de l'horchata. Elle représente 700 ans de tradition ininterrompue. En Afrique, le peuple Hausseur cultive encore le tchoufa comme culture vivrière, le commercialisant sur les marchés du Nigeria et du Mali. Ce savoir a survécu au colonialisme. Elle a survécu à la Révolution verte. Au cours de la dernière décennie, le choufa a commencé à apparaître dans les magasins d'aliments naturels sous le nom de noix tigrées. La communauté paléo les a découverts. La communauté sans gluten les a découverts. Les chercheurs étudient le tchoufer pour le biodiesel car sa teneur en huile est très élevée, produisant 174 gallons d'huile par acre. D'autres étudient la farine de souchet comme alternative sans gluten au blé. Mais remarquez ce qui ne se passe pas. Aucune grande université agricole ne promeut le tchoufa comme culture de base. Aucun organisme gouvernemental ne finance la recherche à grande échelle sur le souchet pour la sécurité alimentaire. Ils publient encore des bulletins expliquant comment l'éliminer. L'infrastructure reste dédiée à la répression. L'industrie des herbicides continue de profiter de sa destruction. Le récit reste inchangé. Truffer est une mauvaise herbe, pas un aliment. Un fléau, pas une ressource.
Mais la plante survit malgré les herbicides, malgré la propagande, malgré le fait qu'elle soit classée parmi les pires mauvaises herbes de la planète. Truffert continue de pousser partout où les conditions le permettent. Il produit encore des tubercules. Elle offre toujours la même valeur nutritive qui a permis à la civilisation égyptienne de se développer. Et le savoir survit. Chaque personne qui apprend que la mauvaise herbe qu'elle empoisonnait est en fait de la nourriture provenant des tombeaux des pharaons devient plus difficile à contrôler. Chaque agriculteur qui découvre que le chou-fer produit plus de nutriments par hectare que le blé représente un manque à gagner pour les entreprises chimiques. Chaque jardin où le chénopode blanc prospère sans intrants prouve que le discours industriel est un mensonge. Ils l'ont classé comme mauvaise herbe, car ils ne pouvaient pas la breveter. Ils ont créé des herbicides pour l'éliminer, car ils ne pouvaient pas la commercialiser. Ils ont convaincu tout le monde que cela ne vaut rien car sa valeur remet en cause l'ensemble de leur modèle économique. Mais 16 000 ans d'histoire humaine racontent une histoire différente. L'histoire est simple. Cette plante nourrit les gens abondamment et durablement, sans qu'ils aient à demander la permission. Et c'est pourquoi ils veulent que vous oubliez qu'eux existent. Mais vous ne le ferez pas, car maintenant vous le savez. Les pharaons le savaient. Les services agricoles le savent certainement. Chou-fer est toujours là, toujours en pleine croissance, toujours à l'origine de 6000 ans de nutrition pour tous ceux qui veulent bien s'en souvenir. Si cette collection vous a apporté quelque chose, abonnez-vous à Nature Lost Vault et activez les notifications. Chaque j'aime et chaque partage contribuent à préserver ce savoir. Le prochain coffre-fort ouvrira bientôt.